Ouais, salam la famille. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo face cam. J'espère que vous allez bien. J'ai dit que j'en ferai une tous les 7 jours. Là, ça fait 7 jours qui sont passés. Donc, on va tout simplement débiter. Hein. Là, je vous ai beaucoup dit de choses par rapport au réseau, etc. Mais je vous ai pas parlé de mon parcours, de ce que j'ai aimé faire, de mes passions, etc. dans ma vie privée. Donc là, je vais en parler. Par contre, je vous rassure les frères, ça, j'ai une enfance tout à fait normale. Hamdoullah. J'ai pas à me plaindre, en vrai de vrai, genre. Tout s'est bien passé. Mais voilà, je vais juste vous raconter un petit parcours dans ma vie qui a fait aussi que je me suis autant lancé sérieusement sur les réseaux. Une des raisons parmi tant d'autres, on va dire. Il y a une période, on va dire, dans ma vie où je faisais de la musculation. Donc j'allais au Basic Fit de ma ville, voilà, je m'entraînais, etc. Et là, j'ai un pote que j'avais au collège qui vient me voir et qui me dit « Ouais frérot, ils ont ouvert un club d'MMA. » Et mon frère et moi, on suivait beaucoup le MMA, genre à l'époque du prime de Conor, etc. Et on kiffait un peu tout ce qui était sport de combat, mais il n'y avait pas vraiment de vrai club de MMA. Et nous, on voulait plus faire du MMA. Sauf que vu qu'on habitait dans une ville un peu éloignée au trou du cul de la France, et ben il n'y avait pas beaucoup de clubs. Et les seuls clubs qu'il y avait, c'était des bons clubs, tu vois. Mais c'était en gros des clubs de kickboxing, etc. Nous, on cherchait vraiment, on se disait, putain, le jour où il y a un club d'MMA, ce serait tellement bien. Et genre, on rêvait de faire du MMA, mais il n'y avait pas de club. Et là, mon pote, il vient me voir, il me dit, frérot, ils viennent tout juste d'ouvrir un club d'MMA. Et là, je lui dis, cousin, envoie-moi l'adresse, et je vais aller là-bas. On va se la tuer, frère. Donc, premier entraînement, bon, je me suis fait enculer parce que dans les entraînements, en gros, t'avais des mecs qui venaient du kickboxing, etc. Ils avaient déjà de l'expérience. Et nous, on partait limite de zéro et tout. Bon, mon frère, lui, on va dire, il était un peu plus chaud que moi à l'époque parce que, naturellement, on va dire, il savait se battre et il avait déjà des réflexes de boxeur qui s'entraînent depuis 2-3 ans et même les coachs le disaient, le voyaient. Moi, j'étais un peu en dessous, on va dire, parce que moi, j'avais aucune base et on va dire, je savais pas me battre, donc j'ai dû m'entraîner, etc. On s'entraînait et tout. On commençait à s'améliorer et tout. On s'entraînait en MMA, on faisait un peu de JJB, genre les techniques au sol. On s'entraînait sur le striking, on faisait de boxe anglaise, kickboxing et tout. Et genre, plus on faisait les entraînements, plus on progressait, et plus je voyais ma progression, et plus j'étais fier de moi, tu vois. Jusqu'à un moment où je commençais à avoir un bon cardio, j'étais un peu gaze en technique au sol, à ce moment-là, mais j'arrivais à m'en sortir, etc. Je soumettais des mecs, et vas-y, on va dire, j'étais pas le plus nul de la salle, et je commençais à progresser, etc. Et franchement, j'étais content de moi et tout. Et il y a un petit détail aussi qu'il faut que je vous dise, qu'il faut prendre en compte et qui est important pour la suite, c'est que au moment où je fais du MMA, je faisais une prise de masse hardcore à la salle. Genre je me la tuais, j'étais genre vers les à ce moment-là 80 kilos sec, tu vois. Enfin sec. Sec par rapport à ma famille, etc. on va dire. Et j'avais de la force de ouf. Genre je faisais des séries de squats à 140, non, 140 j'abuse. Genre on va dire 110, tu vois, 110, 115. Je faisais des triceps, genre je mettais tout la poulie et tout. Enfin bref, en gros, je travaillais la force. Et il y a un jour où j'avais fait une séance jambes, genre lourd, une séance lourd. Et juste après, j'étais allé au MMA dans ma salle. Et j'ai tourné avec un mec. Et le mec, vous savez, en JJB, quand t'es au sol, bah ça arrive à la personne en face, à l'adversaire, c'est de te prendre les jambes pour essayer de te contrôler, de tourner autour de toi, etc. Et là, je vois le mec qui prend ma jambe, genre, il me la tourne, tu sais, pour aller dans mon dos, quoi. Et là, je sens direct comme ça, genre dans le genou. Et là, je me dis, ouais, c'est pas normal, tu vois. Et je continue à tourner et tout. Et quand j'arrête le sparring et que je suis un peu plus à froid, là, je ressens une petite gêne et je me dis, bon, en vrai, c'est rien, je peux continuer à tourner. Certes, ça me casse les couilles. Genre, je pouvais pas poser le pied sans que ça m'encule le genou. Donc, j'étais un peu immobilisé, entre guillemets, mais je pouvais quand même combattre. Donc, je me disais, bon, c'est une petite gêne, mais c'est pas ce qui va faire que j'arrête l'entraînement. Et je pense qu'avec une semaine de repos, ça va passer, tu vois. Et là, je tourne avec un pote à moi qui s'appelle Mesri, à ce moment-là, juste après ce sparring-là. Voilà, on fait du JB et tout, tranquille. On commence avec le striking. Et je sens que quand je mets des coups, je bouge la jambe. Et la jambe, genre, elle est pas fonctionnelle. En mode, dès que je tourne un peu le pied ou que je pose le pied au sol, et je sens, c'est comme si j'avais l'impression que l'os allait se casser en deux. Mais si je faisais attention, je pouvais encore continuer le sparring. Donc, j'ai continué et tout. Après, on allait au sol et c'est là que je pouvais pas. Genre, j'ai dit au coach, le sol, c'est compliqué, j'arrive. Non.
En fait, je lui ai pas dit, mais dans ma tête, je me suis dit, ah, c'est compliqué de tourner au sol parce que je sens que le genou, genre, ça me baise un peu dans les mouvements. Donc j'ai tourné avec lui, mais je me suis pas trop donné à fond. Et après l'entraînement, bah, j'ai été chez moi, je me suis reposé, j'ai dormi. Et le lendemain, quand je me suis levé, ma jambe, elle était Zarma paralysée, mais de ouf. Genre, dites-vous que j'étais dans le lit, et genre ma jambe, elle était comme ça, et je pouvais pas du tout la bouger. Genre vraiment. Genre, elle était immobilisée, frère. Et je pouvais pas marcher. Voilà. Donc dites-vous, et voilà, je mens pas. Genre, je me suis levé de mon lit, j'étais comme ça. Je pouvais marcher qu'avec une jambe. Et j'ai été voir la daronne, parce qu'à ce moment-là, je crois que j'étais un peu jeune quand même. Et je lui ai dit, ouais, je crois que je me suis fait une blessure à l'entraînement, là, je peux plus du tout bouger la jambe. Et je l'avais dit, bah, il n'y a pas moyen d'appeler un médecin pour qu'il vienne à la maison, etc. Et là, ma daronne, elle a vu la blessure que j'avais, elle m'a dit, bah là, c'est les urgences qu'il faut. Un simple médecin, ça suffit pas parce que là, tu peux carrément plus bouger la jambe. Oh non, je me trompe. Non, on avait appelé le médecin, il était venu, le médecin avait vu l'état de ma jambe, elle avait dit clairement, bah là, faut que tu ailles aux urgences parce que là, je peux rien faire. Genre, la blessure, elle est trop grave. Du coup, on était allé aux urgences. À ce moment-là, je regardais la série Power. Pour ceux qui savent, en gros, c'est une série où il y a 50 Cent dedans. Et c'est un truc de rappeur et tout. Bref, je regardais. J'étais à l'épisode 2, je crois. Donc, je vais dans la salle d'attente et tout. Enfin, je vais voir la dame à l'accueil. Je lui dis, ouais, j'ai la jambe paralysée. Je crois que j'ai une grosse blessure au genou et tout. Elle m'a dit, ok, pas de problème. Va dans la salle d'attente. Donc là, j'attends 3 heures, 4 heures. Il y a une personne qui vient me prendre, qui analyse mon problème et qui me dit, ok, attendez, on va vous trouver un médecin. Donc, je vais dans la salle d'attente encore. Et je me dis, bon, les urgences, c'est un endroit, en France, y a tout ce qui est urgent, sauf les urgences. Il y a rien d'urgent, en fait, dans les urgences. Donc je me suis dit, bon, vu que ça va durer longtemps, bah je vais regarder, je vais continuer ma petite série, quoi, de Power. Et dites-vous, les gars, j'étais à l'épisode 2. Bon, là, j'ai regardé quasiment 2 saisons. Genre pendant 11 heures, j'ai regardé, j'ai fini une saison entière, quasiment. Je me suis dit, mais wesh là, cousin, ça fait 12 heures que j'attends, frère. Wesh, ça a abusé, frère. J'ai une jambe paralysée. Ok, il y a des gens, ils ont d'énormes problèmes, etc. Mais quand même, frère, wesh, 12 heures, faudrait un peu s'occuper quand même de moi. Et du coup, là, je m'énerve. Bon, ouais, sur le coup, je regrette un peu. Je l'aurais pas dû faire. Enfin, j'aurais pas dû faire ça, mais il fallait se mettre à ma place. Les frères, ça faisait 11 heures que j'attendais, donc je me suis levé. J'étais voir l'accueil. Je lui ai dit, bah, écoutez, là, ça fait 11 heures que j'attends. Je trouve pas ça normal. On fait comment là? Est-ce qu'il y a moyen de me prendre en charge ou alors je pars? Et la meuf à laquelle elle était comme as, elle est partie. Voilà, c'est là que j'ai compris que frère, en fait, tu peux même avoir une crise cardiaque, cousin, tu peux avoir un couteau dans le ventre, en fait, il s'en bat de les couilles de toi, donc je me suis cassé en mode cloche-pied. J'ai appelé ma daronne, j'ai dit bon écoute, vas-y, viens, parce que là je peux pas prendre de bus et tout. Bon, j'ai une jambe niquée, elle est venue et tout, je suis rentré à la maison. Et bah, vu qu'il y avait personne pour me prendre en charge, et bah, j'ai juste attendu que la blessure passe. Et genre, j'ai attendu 5-6 mois. Enfin bref, c'était une catastrophe, frère. Et du coup, ça m'a baisé dans un sens parce que c'était une période où je commençais à énormément progresser en MMA. Je commençais à avoir un bon niveau par rapport aux gens avec qui je m'entraînais. Et je sentais ma progression et j'étais content. Mais la blessure de 5 mois, ça m'a baisé. Et bah forcément, quand tu t'entraînes pas pendant 5 mois. Et en plus, le pire, c'est que c'est pas une blessure à la main, au bras, etc. C'est une blessure à la jambe. Et genre en MMA, bah, il manque une jambe. Genre, c'est la merde de ouf, tu peux rien faire. Tu peux pas envoyer de jab, tu peux pas envoyer de crochet, etc. Parce que tout part de la jambe et quand tu la tournes, ça te baise. Tu peux pas aller au sol parce que bon, frérot, si t'as pas de jambe et que tu vas au sol, bah, tu peux rien faire. Donc, bah, j'ai rien fait pendant 5 mois et tout. J'étais dégoûté. Et quand j'ai repris les MMA, et bah, vu que mon frère à ce moment-là, il s'entraînait encore, etc., avec son pote, etc., et bah, j'ai vu qu'ils avaient progressé de ouf et que moi, j'étais reparti de zéro. Donc, forcément, je me faisais baiser par tout le monde, tu vois. Je me disais, putain, je vais devoir rattraper tout le niveau, ça va être tellement compliqué. En fait, moi, en striking, genre ça, je pouvais tenir les autres, mais c'est plus au sol parce que, en fait, dans le MMA, t'as une catégorie qui s'appelle le JJB. Donc, tout ce qui est sport de au sol, etc. Et si tu charbonnes pas ce domaine-là et que tu prends une pause et qu'il y a un moment où tu t'entraînes pas, et bah tu perds vite du niveau. Et c'est un domaine qui est très très technique. Donc quand il y a une période où tu t'entraînes pas et que d'autres gens s'entraînent, et bah tu sens la différence directe. Et moi je l'avais ressenti, tu vois. Et je me suis dit bon, c'est pas grave.
Et je vais un peu plus doser sur la muscu et je vais plus me concentrer sur les MMA. Et à cette période-là, en gros, il y avait un mec du club, c'était un semi-pro. Et c'était un des combattants les plus forts de ma vie. Genre, il était vraiment chaud en boxe anglaise et tout. Et il m'avait vu à l'entraînement une fois et il m'avait dit oh, si tu veux qu'on s'entraîne ensemble, etc., appelle-moi et on s'entraîne direct. Parce qu'en gros, c'était un ami à mon père, il connaissait bien mon père. Et du coup, bon, il m'avait dit bah, je te propose de t'entraîner avec moi, etc. Et moi, je lui avais dit bah, tu sais quoi, je suis chaud. Et je crois 1-2 semaines plus tard, je l'appelle et tout. Et je lui dis frérot, tu te rappelles de moi quand tu m'avais proposé de t'entraîner avec toi et tout? Il m'a dit ouais. Je lui ai dit bah, demain matin, est-ce que t'es chaud, on s'entraîne? Il me dit ouais, pas de problème. Genre, je serai à la salle à 9h, 8h, 9h du mat. Je dis ok, carré, je dors, je me lève. Bon, là, faut savoir que c'était après la blessure. Hein. Genre, 5-6 mois sont passés, donc je fais une ellipse de 5 mois à peu près. Ouais, du coup, voilà, je me lève à 6h, je fais ce que j'ai à faire, je vais à l'arrêt de bus à 8h. Et là, je l'appelle et je lui dis frérot, est-ce que c'est sûr pour l'entraînement? Là, j'arrive dans la salle. Et là, il me fait attends, tu vas vraiment venir? Parce que d'habitude, les gens à qui je demande de s'entraîner avec moi, ils viennent pas. Genre, ils se désistent au dernier moment et je suis toujours tout seul, tu vois. Et moi, je dis, non, frérot, mais je vais vraiment venir, j'ai vraiment envie de m'améliorer dans les sports de combat. Je suis vraiment chaud, tu vois. Genre, c'est un truc que j'aime bien et j'ai envie d'apprendre plus avec toi, etc. Il m'a dit, ok, franchement, bonhomme, vas-y, bah, je t'attends. Je suis venu et tout. On s'est entraîné et franchement, c'était grave. Moi, j'ai grave kiffé. Bon, ça se voyait qu'il se retenait un peu parce qu'il avait un niveau monstrueux en boxe anglaise. Genre, vraiment monstrueux. Et mais ce que j'aimais bien avec lui, c'est qu'on s'entraînait. Quand il devait frapper fort, il frappait fort. Mais il s'adaptait à moi. Et quand je faisais une erreur, il me disait, je rectifiais. Et c'était bien en fait parce que c'était limite un coach et tout. Et je sentais que à chaque séance que je faisais avec lui, genre mon niveau il s'améliorait de fou. Parce que quand tu t'entraînes, quand tu t'entraînes dans un club avec un coach, bah, le coach il doit s'occuper de tout le monde. Il peut pas s'occuper spécialement de toi. Et du coup, pour le même temps d'entraînement, on va dire tu progresses entre guillemets moins vite. Mais quand tu t'entraînes avec un mec, en plus lui il avait un très très bon niveau en anglaise, juste il t'entraîne toi pendant 1 heure, et bah c'est comme si tu faisais genre un mois d'entraînement, vu qu'il est là pour toi et tout. J'avais ressenti ça, j'avais bien progressé, j'étais content, tu vois. Mais il y a un autre paramètre aussi qu'il faut prendre en compte, c'est qu'à ce moment-là, j'avais pas de thune. J'avais pas de tal, il fallait que je me fasse des tals. Et je vous ai pas dit, mais en gros, juste avant, genre 2-3 ans avant, j'avais travaillé au chantier pendant 5-6 mois. Et j'avais galéré sa mère, enfin bref. C'était un calvaire. Mais je m'étais fait de l'argent et j'étais reconnaissant, tu vois. Parce que le chantier, bon, tout le monde sait, c'est ça. C'est pas le monde des bisounours. Tu charbonnes pas, mon frère, on te tèche direct. Et bref, j'avais fait le chantier et tout. Je me suis dit, bon, je vais pas refaire le chantier parce que vas-y, bah, la flemme. En fait, j'avais de la flemme de ouf. Genre, je me suis dit, bon. En gros, quand j'ai commencé à travailler au chantier, j'ai fait un jour. Genre, le premier jour, à la fin de la journée, je me rappelle, je me suis dit, mais frère, comment t'as des mecs qui font ça pendant 30 ans, 20 ans? Et c'est là que j'avais eu énormément de respect pour eux. Je me suis dit, putain, les mecs qui font ça pendant 20 ans, 30 ans, respect de ouf parce que ça doit être tellement compliqué. Et c'est là que je me suis rendu compte aussi que les gens qui allaient dans ce domaine-là, genre le chantier, maçonnerie, etc., je me suis dit, ok, putain, les mecs qui charbonnent dedans, ils doivent vraiment pas avoir le choix. Et limite, je me suis dit, ok, bah vas-y, là, j'ai taffé 4-5 mois, mais impossible que je fasse ça de ma vie. Et une fois que j'avais fini de taffer dedans, et que j'avais fait ma thune, etc., et que j'avais pu acheter mon PC et tout avec, et bah après, à ce moment-là, pour refaire de l'argent, je me suis dit, bah c'est mort, je vais pas au chantier. Et du coup, j'avais cherché une formation avec la mairie, et c'est une formation en sécurité. Parce qu'en gros, juste avant, il y avait un ami qui m'avait fait rentrer dans un taf, et c'était gardien de nuit. C'était pas vraiment sécurité, mais en gros, je faisais le même job que la sécurité, sauf que sur le dossier, il m'avait mis gardien de nuit, pour pas que, en gros, vas-y, le monde du... Enfin, que les contrôleurs nous cassent trop les couilles si un jour ils nous contrôlent, tu vois. Et j'avais grave aimé ce taf. Et j'étais grave bien. En gros, c'était un camping 5 étoiles et tout. Mon job, c'était juste de ramener les clients à leur domaine. Genre, c'était des touristes. À leur camping-car et tout. Et de temps en temps, quand il y avait des mecs bourrés, régler l'embrouille, etc. En vrai, c'était un taf simple. J'avais kiffé. Et c'était bonne ambiance. J'aimais bien le mood et tout. Tu vois. Donc, je me suis dit, bon, là, je dois gagner de l'argent. Franchement, il n'y a rien qui me passionne à part les sports de combat.
Je vais juste faire sécu parce que j'ai déjà fait un taf là-bas et je kiffais, c'était bonne ambiance et tout. Vas-y, je vais faire une formation. Et malheureusement, vu que la formation, elle était pas dans ma ville, elle était à Brest, eh ben, j'ai été dans l'obligation d'arrêter les entraînements avec le mec qui faisait de la boxe anglaise, comme je l'ai dit juste avant. Donc j'ai arrêté les entraînements, je lui ai dit frérot, je dois partir à Brest, malheureusement, je vais pas pouvoir m'entraîner avec toi. Alors que je kiffais de baiser ces entraînements, et je sais pertinemment que si j'aurais continué avec lui, genre, pendant un an et tout, j'aurais eu un niveau de fou furieux, vu à la vitesse à laquelle je progressais et comment je kiffais ce sport. Genre, j'étais vraiment motivé de baiser, mais je me suis dit, en fait, il fallait que je fasse de l'argent et j'avais plus le choix. Et le seul moyen que je fasse de l'argent sans repasser par le chantier, et bah, c'était de faire la formation à Brest, et etc. Donc, malheureusement, j'ai été obligé d'arrêter les entraînements avec lui. J'étais à Brest, dans une chambre avec des potes à moi et tout. J'ai fait la formation, et franchement, moi, je trouve que c'était des graves bons souvenirs parce que, en fait, j'avais fait la formation avec un formateur qui s'appelait Bruno. Et ce formateur-là, ce que j'aimais bien chez lui, c'est qu'il nous parlait comme si on était ses potes. En fait, genre, il nous parlait comme si on était ses potes, mais il avait quand même son rôle de formateur et il nous formait bien. Genre, il y avait un temps où, vas-y, on rigolait et tout. Il y avait un temps où il fallait charbonner, on était sérieux. Et il savait aligner les deux. Et ça se voyait qu'il était passionné par ce qu'il faisait, tu vois. Et je le ressentais quand il parlait et tout. Et je m'entendais grave bien avec lui. Parce qu'en gros, j'étais réceptif à son humour. Et moi, je le faisais rigoler. Dites-vous, genre, les premiers jours quand je suis allé faire la formation en sécu et tout. Genre, je sais plus, j'avais fait une blague de con et tout le premier jour. Et j'avais fait pleurer de rire le prof. Et après, genre, on rigolait et tout. Comme si on se connaissait depuis 10 ans, tu vois. Et ça, j'avais grave kiffé. Et c'était comme ça, genre, pendant 3 mois et tout, 4 mois. Et bref, c'était une très très bonne période de ma vie. Et en plus, ce que je kiffais, c'est que au moment où je suis parti à Brest, et ben, j'étais dans une chambre avec des potes à moi et vers la fin tout seul. Et j'étais à peu près indépendant dans le sens où je recevais un peu d'argent de la mission locale, donc je remercie la mission locale. Alhamdoulilah, j'ai pu me développer grâce à ça et je suis fier de ça, tu vois. Et du coup, j'étais plus chez mes parents. Et du coup, j'étais plus libre. J'allais en formation, je rigolais avec le formateur et tout, c'était carré, plus je faisais mes trucs. Plus, j'allais à la salle, je m'entraînais à cette période-là, j'avais un bon niveau en termes de musculature et tout. À cette époque-là, j'avais explosé, j'avais un dos de baiser, genre j'étais en prise de masse et tout, j'étais grave content parce que je progressais bien à la salle. Et genre, un mois après que j'étais allé à Brest, je me suis dit, ok, là t'es bon en striking, essaie de trouver un club de JJB pur. Et là, j'avais trouvé un club de JJB pur. Je m'étais inscrit. Premier entraînement, frérot, je vois des mecs qui ont un niveau monstrueux. Genre, monstrueux, tu vois. Et qui était, bah, c'était pas la même chose que dans ma vie. Et là, je m'entraîne avec eux. Bon, le premier cours, je me fais soumettre de partout. J'ai un niveau catastrophique de merde et tout. Et là, je me dis, ok, c'est quoi? La muscu, c'est bien. Tu prends du muscle, de la force, tu progresses, t'as un meilleur physique esthétiquement et aussi un peu de force. Mais si tu veux progresser dans les sports de combat, ça suffit pas. Il faut passer le cap supérieur. Je me suis dit quoi? Ok. Là, je suis dans les 85-90 kilos. Je vais faire une sèche pour être sec, athlétique. Je vais continuer la muscu, mais à côté, je vais courir. Je vais faire du cardio, etc. sur des pistes. Au début, mes premiers entraînements, quand je courais, genre, je faisais 1 km, j'étais essoufflé. Et à la fin, je faisais des 10, 12 km dans la piste et tout. J'étais bien et tout, j'étais en forme. Je sentais que mon cardio, il avait évolué de fou. Plus, je m'entraînais, je crois, 5-6 fois dans le club de JJB à Brest. Je sentais que techniquement, ok, je commençais à bien capter les trucs. Je commençais à bien contrôler les personnes au sol, etc. Et je sentais que mon niveau, il progressait de ouf. Et au début, t'avais des mecs, ils me baisaient genre en 1 seconde. Et genre 2 mois plus tard, vers la fin, avec ces mêmes mecs, genre je tournais bien, j'étais à l'aise. Et il y a même certains mecs que j'arrivais à soumettre, tu vois. Genre mon niveau, il avait progressé, mais de malade mental, je me rappelle. Et comme preuve, en gros, pourquoi je dis que mon niveau, il avait bien progressé? Parce qu'en gros, je me rappelle, il y avait un mec avec qui je tournais au début. Genre on avait à peu près le même niveau. Et en tournée, c'était carré. Et au bout de genre de 2-3 mois, genre quand j'ai tourné avec lui 3 mois après, genre je jouais avec lui comme si c'était un débutant de fou. Genre je faisais ce que je voulais avec lui. Genre je jouais avec lui et frérot, c'est là que je me suis rendu compte, ok, là tous ces entraînements ils ont payé. Je commence à vraiment avoir mon niveau et j'étais content. Et là bref, il était, j'avais fini ma formation, j'ai eu mon diplôme et tout. Alhamdoulilah. Je suis retourné à Quimper et
J'ai continué à m'entraîner à la salle, plus perdre du poids. Et là, j'ai commencé à intégrer des exercices pour améliorer ma boxe anglaise. Un truc que les boxeurs en anglais sous-estiment énormément, que je les vois pas énormément faire, c'est en gros, c'est les entraînements aux élastiques. Parce que je vois beaucoup de mecs, vous savez, porter des haltères et frapper comme ça. Sauf que ça travaille pas le mouvement en soi, ça travaille les épaules. Parce que la gravité va vers le bas. Mais si la gravité va vers le bas, bah, tu travailles pas la vitesse d'écoute, tu travailles juste l'endurance des épaules. Par contre, avec des élastiques, bah attendez, je vais vous montrer l'exemple. Vous comprenez mieux. Avec les élastiques, ce qui est lourd, c'est que si tu les prends et hop, tu sais, tu vas vers l'avant comme ça, et ben en fait, la gravité est tirée vers l'arrière. Et c'est ce qui fait que le mouvement, il sera plus fluide. Plus tu mets de l'intensité, plus tu es à l'aise avec cette intensité-là, c'est bah, la charge quoi sur l'élastique. Et puis quand tu l'enlèves, tu sens que les jabs sont beaucoup plus rapides. Tu vois. Et moi, j'avais spammé les entraînements comme ça à la fin de mes séances de muscu. Genre au début, je faisais des jabs avec des élastiques à 15 kilos. Après, je passais à des élastiques de 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos. Et une fois que je commençais à faire des shadows avec des élastiques de 40 kilos, quand j'étais au MMA, je suis retourné là-bas. J'ai fait, c'était début d'entraînement, je crois, ouais. Début d'entraînement, on commençait à faire de l'anglaise avec nos adversaires et tout. Et genre, j'étais comme ça. Et là, tu sais, je mets un jab normal. Je me dis, ok, je vais mettre un truc normal et tout. Et là, je le touche. Une fois. Le mec, il voit pas le coup venir, tu vois. 2 fois, 3 fois. Alors avant que j'intègre les élastiques dans mes entraînements pour le shadow et tout, et genre on va dire sur 10 coups, j'en touchais max 1, 2. Et là, je mets 10 coups, je touche 9, 10 coups. Et je vois que quand je frappe, j'ai moins mal à l'épaule, mes coups ils sont plus rapides. Et là, en fait, je commençais vraiment à avoir un bon niveau et j'ai senti la pression et j'étais content. Tu vois. Genre, je mettais des jabs, ils étaient rapides. Quand j'allais au sol, bon, j'étais pas le meilleur de la salle, tu vois. Mais au niveau du cardio, j'étais beaucoup plus à l'aise qu'avant. Genre, j'arrivais mieux à contrôler le mec. Il y a même des mecs que j'arrivais à soumettre et tout. Genre, au sol, j'étais plus à l'aise. En striking, j'étais beaucoup plus rapide, plus vif. Plus de cardio. Quand on faisait des exercices comment ça s'appelle là, exercices où tu fais une pompe en bas, tu sautes, etc. Genre des exercices un peu crossfit et tout. Genre, je tenais. Par rapport à... Genre, je faisais des trucs il y a 5-6 mois, j'aurais jamais fait. Genre, j'aurais été mort et là, je le tiens et tout. Et je sens que je commence à beaucoup plus progresser. Et que j'ai un meilleur niveau. Et là, je me dis quoi? Ok. Là, il est temps de passer au niveau supérieur. Donc, j'ai été voir le coach et je lui ai dit, écoutez, coach, là, maintenant, j'ai envie de faire des compètes. Tu vois, j'ai envie de passer au niveau supérieur et pouvoir faire des combats pour tester mon niveau contre d'autres mecs et tout. Et là, il m'a dit, ok, je suis chaud. Par contre, il va falloir que tu remplisses un formulaire et que tu ailles faire des visites médicales. Et si les médecins ils acceptent que tu participes à des combats, etc., des compétitions, et ben on va commencer les entraînements et tu vas t'entraîner avec les compétiteurs. Donc là, j'étais content de baiser parce que les seuls trucs qui me faisaient kiffer à ce moment-là, c'était les sports de combat. Genre, je me disais, ok, qu'est-ce que t'aimes faire dans ta vie? Les sports de combat. Et là, je me disais, ok, je vais vraiment, à partir, dès le moment où les médecins ils vont m'accepter le fait que je puisse faire des combats de compétition, etc., et dès lors du moment où je vais commencer à m'entraîner avec des compétiteurs, je vais me donner à 1000%, vraiment, je vais tout donner, frère. Et j'étais dans une mentale où si je meurs à l'entraînement, je m'en bats les couilles. Tant que je me donne à fond, c'est bon, frère. Tant que je meurs pas, c'est bon et tout. Genre, j'étais vraiment dans cette mentale-là. Et là, je vais voir l'ophtalmo et tout. Je fais un premier rendez-vous avec un ophtalmo, il analyse mes yeux, etc. Il me dit, ok, on va vous redonner un rendez-vous, vous repasserez après. Là, je repasse voir deuxième rendez-vous avec un autre ophtalmo. Et là, il vient me voir et il me dit, frérot, tu vas pas pouvoir faire des compètes, sport de combat, c'est mort. Et là, il me dit, le problème avec tes yeux, c'est pas que ta vue, c'est que ta vue, elle est tellement... il m'a pas dit ça comme ça, mais entre guillemets catastrophique, que t'as environ 8 à 10 fois plus de chances de perdre ta rétine et donc devenir aveugle d'un œil. Et moi, je lui dis à ce moment-là, mais vous êtes sûr qu'il n'y a aucun autre moyen? Genre, est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment sûr à 100% que je peux pas faire d'autres combats ou je l'ai carrément dit, écoutez, si je perds un œil, je m'en bats les couilles, j'en ai un autre, c'est pas grave, tu vois. Genre.
Il m'a dit non, c'est mort, je peux pas accepter, je peux pas signer. C'est beaucoup trop dangereux pour vous. Et c'est pas une question de. C'est pour la vue que je refuse, c'est juste par rapport à la fragilité de l'œil. Pour que je portais des lentilles ou pas, en fait, ça changeait rien. Parce que c'est un problème qui venait de la fragilité de l'œil et c'était génétique et c'était mort. Parce que j'avais beaucoup plus de chances de perdre de la vue qu'un mec qui a pas les mêmes problèmes de vue que moi. Et là, il m'a dit non. Et j'étais dégoûté sa mère. Parce que le seul truc que j'aimais faire à ce moment-là, c'était les sports de combat. Et quand j'ai su que bah, je pourrais pas faire de combat, etc., j'étais en mode, bah, ça sert plus à rien de s'entraîner. J'ai arrêté le sport pendant 2-3 mois. Et ça, je crois que c'était, ça, je pense que c'était une des pires périodes de ma vie. J'étais en dépression. Genre, j'avais envie de rien faire. Il y a plus rien qui me plaisait. Genre, limite, je me forçais à lever et tout. Et ça a duré 3-4 mois. Et voilà. Et c'est aussi à cause de ce problème principalement que je me suis lancé sur les réseaux à un moment. Parce que je me suis dit, bon, les sports de combat, ça, c'est impossible. Faut que tu t'enlèves ça de ta mémoire. Il te reste quoi que tu aimerais bien faire et un truc où t'es pas obligé de juste de le faire pour l'argent. Bah, je me suis dit rien à ce moment-là et je me suis dit bah c'est quoi le truc qui peut te faire le plus plaisir à part les sports de combat parce que bah tu peux plus en faire, c'est mort. Je me suis dit bon, le seul truc, vas-y, où j'ai peut-être un espoir d'être passionné et d'en faire quelque chose, bah c'est Internet, tu vois. Parce qu'Internet, mine de rien, tu peux laisser place à ta créativité et quand tu commences à avoir une communauté de l'engagement, et bah tu peux commencer à créer des trucs qui viennent de toi-même et les structurer et tout pour que ça devienne pro et que ça fait un truc carré et tout. Et plus juste parler aux gens, etc., animer le truc. Je me suis dit, bon, bah, franchement, pour moi, c'est la meilleure voie à avoir possible. À ce moment-là, les gars, mon frère, il avait pas percé. C'est ça qu'il faut savoir. Il était encore à ses débuts, il faisait des lives, je crois, il était à 20 viewers. Et moi aussi, d'ailleurs, je faisais mes lives, j'étais à 10-15 viewers et tout. À l'époque, je me rappelle, moi, j'étais à 10-15 viewers, je voyais mon frère, il était à 30, je me disais, putain, ah, il est bien, frère, il a 15 viewers de plus que moi et tout. Parce qu'on était vraiment des petits, genre, on avait aucun place sur Internet. On était là en mode, de temps en temps, on faisait des vidéos ensemble. Par contre, quand on faisait des vidéos ensemble, on pleurait de rire, de baiser sur les vidéos. Tu vois, ça marchait bien et tout. Et il arrivait une période où bah, mon frère, comme vous avez pu le voir, pour ceux qui étaient là à ses débuts, il a joué à Contrebande, ça a explosé. Là, tout s'est enchaîné de baiser. Et quand ça s'est enchaîné et que j'ai vu qu'il a commencé à exploser, au début, genre, je lui faisais des canulars téléphoniques parce qu'il criait beaucoup en stream. Et je me faisais passer, en gros, pour les voisins et je lui disais, oh là, il est minuit, vous criez, moi j'ai des enfants qui dorment, j'ai du taf demain. En gros, c'est pour faire rigoler le stream, genre un peu des appels trolls et tout. Et quand j'ai commencé à voir qu'il faisait des 10 000, 15 000, 20 000 viewers, j'ai pas voulu trop m'immiscer avec lui. Parce qu'à ce moment-là, en fait, c'est pas une question de ego. C'est pas une question de c'est pas lui qui voulait. C'est plus moi, je me suis dit, ok, lui, je vois comment il a percé. Moi, j'ai envie de percer comme il a percé, c'est-à-dire sans forcément profiter de la communauté de quelqu'un et pouvoir faire ma communauté moi-même sans m'affilier à une autre personne. En tout cas, à ce moment-là. Parce que je voulais pas qu'en gros, je fasse du contenu avec lui et que je réussisse à m'accaparer une partie de sa communauté sans que je commence moi-même à charbonner, faire les erreurs d'abord, les rectifier et créer une communauté de moi-même. En fait, je voulais percer de moi-même. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit à cette période, même après, récemment, tu vois, quand j'ai parlé avec Madiba et tout, qui m'ont dit, mais frérot, t'as un frère qui s'appelle Bailan, il fait des 40 casse-pecs, il fait des millions de vues, il fit avec tout le monde. Et toi, t'es là, tu ne proposes même pas de faire des vidéos, des projets, t'es con, quoi. Genre, wesh, qu'est-ce qui t'arrive dans ta tête, tu vois? Genre, t'as plein de gens qui m'ont dit ça, mais ce que ces personnes-là, ils ont pas compris, c'est que c'est pas une question de j'ai honte de lui demander, ou alors, je lui demande pas parce que je m'entends pas avec lui, ça n'a rien à voir. C'est juste une question de frérot, je ne veux pas faire du contenu avec lui en allant de moi-même, genre en le proposant moi-même et en perçant comme ça, genre je sais pas, j'ai 5000, 6000 viewers d'un coup. Mais la plupart des viewers, ils sont là parce que je suis passé dans une vidéo de mon frère, ils sont pas là spécialement pour moi. Et j'avais envie de charbonner de moi-même, comme ça, le jour où je perce vraiment,
et je commence à me faire un vrai blast sur internet, et bah je pourrais dire que j'avais un frère qui a tout baisé sur les réseaux et que moi j'ai pas eu besoin de son aide pour percer de moi-même et que je me suis débrouillé de moi-même, tu vois. Et que j'ai créé une communauté de moi-même et que j'ai un noyau solide. Voilà. Mais par contre, attention, parce que je vous vois venir pour les gens qui vont regarder la vidéo jusqu'ici, là. Ça veut pas dire que je m'entends pas avec mon frère et que si jamais il me propose de faire une vidéo avec lui, je refuse. C'est juste que moi, personnellement, je me vois pas aller vers lui et lui dire, ok, t'es chaud de faire ça avec moi. Et même si la vidéo elle est bien, que nous deux on est d'accord et que c'est bonne ambiance, et j'ai pas envie d'aller dans cette démarche-là. Par contre, si un jour il me propose de faire un truc, j'accepte, tu vois. Genre quand il m'avait proposé de faire le deuxième épisode, comment il s'appelle? Le deuxième épisode, comment elle s'appelle la vidéo? Buckshot Roulette IRL là, qui survivra. Et bah j'étais passé, tu sais, pour un passage et tout, j'avais accepté tout parce qu'il m'avait proposé et tout. Quand j'étais allé chez Gotaga, il m'avait proposé aussi, j'étais allé, tu vois, pour l'interview là-bas, etc. Mais je me voyais pas demander de moi-même, tu vois. Parce que je me suis dit, ok, à ce moment-là, c'est soit je baisse tout, soit il y a rien. Soit je perce tout seul, je me fais ma communauté et je fais ce que j'ai à faire, etc. Soit il se passe rien et j'irai taffer dans un taf que j'aime pas juste pour l'argent. Alors c'était soit l'un, soit l'autre, tout ou rien. Et au final, j'ai charbonné. Plus j'étais allé voir mon frère à la déterre. J'avais kiffé l'avènement, j'étais grave content pour lui. Bon, grave dégoûté aussi parce qu'il avait perdu et ça m'avait dégoûté de fou. Mais à ce moment-là, je me suis dit, ok, mon frère il participe à des événements comme ça, de sport de combat. Moi aussi, je kifferais faire des événements comme ça, c'est mon rêve et tout. Il a 2 bras, 2 jambes. On est frères, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir. Qu'est-ce qui m'empêche d'être à son niveau? Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, je sais animer, je suis à l'aise avec d'autres gens, je sais animer des streams. En fait, je sais que je suis capable. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, en fait, je suis capable, mais je mets pas les moyens, je suis encore un branleur. Et quand j'ai vu l'événement de la déterre, je me suis dit, là, il y a un truc à faire. Je suis rentré chez moi, une vidéo par jour, live quasiment tous les jours par semaine, TikTok, Reel et tout. J'ai charbonné. À ce moment-là, je commençais à bien parler avec Mentalo, en privé. On commençait à bien s'entendre, genre on avait parlé pendant 2-3 mois, on faisait pas de contenu ensemble, mais juste on parlait avec Majiba, Mentalo et moi. On s'entendait bien, on se tapait des fous rires hors stream et tout. Et là, j'ai dit à Mentalo, écoute, là, c'est le moment de commencer à faire des streams à deux. On s'entend bien, je vois pas pourquoi on ferait pas de contenu. Il a accepté, on a fait les streams, on s'est grave bien entendu. Et ce qui était bien avec Mentalo, c'est que quand on faisait des streams, lui et moi, hors stream ou en stream, on était exactement pareil. On se forçait pas à essayer d'être drôle pour le content. Naturellement, on parlait comme si on était hors stream, les gens ils kiffaient, les stats ils montaient. En fait, il y a tout qui était bien. Genre, il y avait aucun inconvénient, tu vois. On a continué comme ça. Et en plus, Mentalo, humainement, c'est un mec que j'aimais bien. On avait les mêmes délires, on s'entendait sur les mêmes sujets. Franchement, c'était le pote qu'il me fallait à ce moment-là, le duo. Et c'est grâce aussi, entre autres, grâce à lui, que ça m'a aussi motivé à continuer les réseaux parce que quand je faisais des streams avec lui, je kiffais faire des streams avec lui et tout. Donc on a continué et tout. Jusqu'à arriver à aujourd'hui, là où je vous parle, Hamdoullah, tu vois. Actuellement, on est entre 400 specs et 1400 pour les plus gros streams. Le dernier pic que j'ai fait, c'était samedi dernier. On avait atteint les 1300 viewers constants et tout. C'était un gros live excellent et tout. Et ça m'a encore redonné espoir et je me suis dit, ok, là, je vais charbonner. On va évoluer encore et encore. Et voilà, l'avenir nous dira. L'avenir nous dira ce qui s'ensuit. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais pas m'arrêter là. Je vais continuer à charbonner. Là, tout l'argent que je gagne, je réinvestis directement dans des monteurs, dans des trucs. Genre, je suis en mode, ok. J'ai pas le train. Là, il est devant moi. Je vais pas laisser passer. Je vais rentrer dedans. Et je vais tenter de mettre toutes les possibilités de mon côté pour percer. Genre, quand je vois un truc, par exemple, je me réfléchis à un truc, je me dis, ok, est-ce que si tu fais ça, c'est mieux? Et bah, si c'est mieux, je le fais. Quitte à ce que je perde de l'argent et tout, je m'en bats les couilles. De toute façon, l'argent, ça vient, ça part. Et sur le long terme, certes, je vais payer des trucs, ça va me faire mal au cul, au porte-monnaie et tout. Mais sur le long terme, je vais récupérer cet argent et je vais réussir à le rentabiliser et je sais le parcours que je dois prendre, exactement ce que je dois faire. Ben bref, en tout cas, c'était tout ça pour dire, pour parler un peu de mon parcours. Pour parler aussi d'une des raisons qui m'ont fait que je me lance sur les réseaux. Donc là,
Vous avez une des raisons principales, bon, il y en a 3, 4, il y en a plusieurs, hein. Mais là, je vous ai donné une grosse raison principale qui m'a fait que je me suis dit, ok, je vais me lancer sur les réseaux et qui m'a pas trop laissé le choix, entre guillemets. Et au final, en fait, il y a un truc que je me dis, bon, moi, je suis un peu religieux, je vais pas en parler beaucoup, je vais en parler très vite fait. Mais moi, je crois beaucoup au destin. Et je me dis, peu importe ce que je fais, le destin, il est déjà écrit, il y a déjà ma route qui est tracée. Mais par contre, c'est pas pour autant que je fournis pas tous les efforts nécessaires pour pouvoir arriver à mon objectif que j'ai en tête. Mais, tu vois, le fait de me dire, ok, la route, elle est déjà tracée et tout, ça m'enlève un gros poids, etc. Mais c'est pas pour autant que je me dis, ouais, la route, elle est tracée, j'ai besoin de rien faire, tout va se passer. Je fais quand même les efforts et je fournis quand même les efforts, mais j'ai quand même cette mentale où je me dis, ok, la route, elle est déjà tracée, j'ai juste à aller à fond. Et si je perce pas, bah, c'est que c'était écrit. Si je perce, c'est que c'était écrit, dans tous les cas, c'est écrit. Je suis un peu dans cette mentale-là. Et voilà. Bon, je sais plus ce que je voulais dire avant, frère. Bon, je pense que j'ai bien parlé, je pense que j'ai assez raconté ma vie, vous avez compris à peu près ce que je voulais dire. J'ai bien parlé. Putain, là, ça fait 36 minutes que j'ai parlé. Oh. Ah bah, bonne chance à celui qui va suivre tout ça. Hein. Force à. Voilà, si... Bah, frère, bah, force à lui, ma gueule. Me voir parler pendant 36 minutes, putain. J'espère ça va être intéressant pour vous, ça. Oh, le watch time quand je vais guetter dans le tableau de bord, là. Oh, je vais voir 2 minutes de watch time, je vais voir flou ma gueule. Oh, 36 minutes où je débite, frère. Ah, j'ai fait un podcast à la Zach Nani moi-même, frère. J'ai même pas eu besoin d'intervieweur, là, carrément. Voilà, j'ai fait un podcast moi-même, là. Oh. Ah, quand je vais commencer à s'épaire, là, Zach Nani, il va m'envoyer un DM, il va me dire, ouais, t'es chaud de faire un Zach Nani. Je vais dire, bah frérot, j'ai pas besoin. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo, j'ai raconté ma vie, tout le monde est au courant de mon parcours, frère. Il va me dire, ah ouais, c'est vrai. Bah t'es con, quoi, pourquoi t'as fait cette vidéo? Tu veux que je te baisse ta mère? Qui part en couille. Bah frérot, pourquoi t'as fait cette vidéo, là? T'as cru Zarma, les gens, ils allaient taper pour des interviews après cette vidéo? Frérot, j'ai plus de questions à te poser, les gens, ils connaissent déjà tout sur toi. T'es con, quoi, mon frère? Bah, je rigole. Bah, frère, après, je me prends pour je sais pas qui, ça se trouve, je vais jamais faire d'interview avec lui. Mais non, je suis un ouf. Là, vite, voir, je vais commencer à percer et j'ai commencé à être un vrai blaze sur les réseaux. Je m'en bats les couilles. Je vais tout faire pour être un vrai blaze. Et c'est ma destinée. Voilà, je le dis maintenant. C'est bon. Inch'Allah. Inch'Allah. Si Dieu le veut. Enfin, non, on dit pas Dieu, mais si Allah le veut. Voilà, Inch'Allah. En tout cas, les frères, moi, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, s'abonner, etc. Les gars, sachez que là, je crois qu'on a 8300 abonnés, là où je tourne la vidéo. Il faut qu'on atteigne les 10 000, ça. Et bientôt aussi, bientôt, il y a une vidéo sur le premier live du même game que j'ai fait. Les gars, j'ai contacté un monteur des fous furieux. Je les ralasse de baiser, plus un mini maker de baiser. Les gars, cette vidéo-là, je vous prépare du lourd. Ce sera une vidéo qualitative de fou. Donc, faut vraiment que vous soyez au rendez-vous. Et si cette vidéo marche bien, là, j'ai commencé à enchaîner les vidéos. Et les frères, je vais redoubler de moyens. Les vidéos seront 2 fois mieux. Mais par contre, faut que vous soutenez la vidéo, vous regardez la vidéo, vous likez, vous abonnez. Faut qu'il y ait de l'engagement. S'il y a de l'engagement, là, j'ai commencé à passer à un autre cap, ça, je vous le dis. Mais déjà, chaque chose en son temps. Le frère, il va m'envoyer la vidéo, je vais la poster. On va voir l'engagement que la vidéo va avoir. Et voilà, c'est tout, frère. Bon, en tout cas, les gars, moi, je vous souhaite une bonne soirée à vous. Merci d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous trouvez que je me suis amélioré dans les vidéos face cam quand je parle, etc. Si je parle mieux, je bégaye moins. Bon là, j'ai bégayé au moins, je pense, 10 fois dans la vidéo. Mais dites-moi si je me suis amélioré, si je suis plus à l'aise pour vous. Si, voilà, tout simplement, si je me suis amélioré dans les vidéos face cam. Tout simplement, frère. Dites-le dans les commentaires, etc. Je vais continuer à en faire une fois par semaine des vidéos comme ça. Bref, ça fait 10 fois que je le redis, mais je vous souhaite encore une fois une bonne soirée. Et voilà. Je vais que de la vidéo ici. Encore merci. Parce que là, je perce que depuis récemment. Là, je fais 500 entre 500 viewers et 1400 viewers. Que depuis, on va dire, 2-3 semaines. Ça me fait énormément plaisir. Je kiffe ma vie de baiser. Et c'est la première fois, si j'enlève les sports de combat, que je kiffe faire quelque chose. Il y a un truc, je le fais, je me dis, ok, je le kiffe vraiment. Genre, je le fais pas en mode parce que je dois le faire. Par exemple, vous savez, il y a des tâches tous les jours qu'on doit le faire parce qu'on est dans l'obligation de le faire.
Par exemple, je sais pas, manger, dormir, taffer pour avoir de l'argent, sans forcément aimer ce que tu fais, mais juste pour ramener la thune, parce que si t'as pas de thune, bah tu meurs tout simplement, frère, y a rien. Et bah là, c'est la première fois que je fais un truc où je me dis, ok, là, je le fais pas que pour l'argent. Là, je le kiffe vraiment le faire. Genre, je le fais pas parce que c'est la vie qui m'oblige à le faire, je le fais parce que j'ai envie de le faire, tu vois. Et ça m'était arrivé que quand je faisais les sports de combat. Et la période où l'ophtalmo m'avait dit, bah c'est mort, tu peux pas faire de combat. Bah là, j'avais plus rien qui me faisait kiffer. Et là, c'est la première fois que ça me fait ces sensations. Cette sensation. Et rien que pour ça, les frères, je vous remercie beaucoup d'être autant sur les streams et de me suivre autant. Je vais continuer comme ça. Et si l'avenir me le permet, je vais charbonner. De toute façon, je mettrai tout les possibilités de mon côté pour essayer de proposer le meilleur de moi-même et faire le meilleur contenu possible et grind jusqu'au sommet, frère. En tout cas, les frères, là, par contre, je vais vraiment que de la vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos, les frères. Soyez à l'affût. Et merci encore une fois. Ça fait plaisir.